À toutes et à tous, je vais être le monsieur loyal entre guillemets, de cette conférence. Je suis professeur en sciences de l'information pas loin et de la communication à l'ENSIB, donc l'autre bout du campus. Et je m'occupe beaucoup de bande dessinée, un peu moins de manga, mais ça m'intéresse quand même beaucoup pour la culture générale. Le manga tient une place importante maintenant dans le cadre de la bande dessinée en France. Des chiffres récents montrent que le nombre de publications, c'est à peu près presque la moitié du volume de publications de l'ensemble de la bande dessinée publiée actuellement en France. Donc c'est un phénomène en termes de publication qui est considérable. C'est un phénomène aussi qui est considérable en termes de lectorat. Et on sait tous que les enfants, notamment, mais pas seulement, parce que les enfants grandissent, et ça fait longtemps que les enfants lisent du manga, et donc ils sont devenus adultes. Et il suffit de se promener ici à la BU de Lyon 1 pour se rendre compte qu'il y a énormément d'étudiants qui lisent du manga. D'où cette idée, cette question, est-ce que la France n'est pas aussi l'autre pays du manga? Et donc, on est parti du principe que ça pouvait être intéressant de s'interroger là-dessus, étant donné la place du manga en France actuellement. Et nous avons donc convié deux conférenciers, Olivier Van Hey, qui est ici sur votre droite, et Julien Bouvard. Olivier Van Hey a un doctorat en sociologie de l'ENS de Lyon, il est normalien aussi à la base, et il travaille beaucoup sur le manga, pas exclusivement, il s'intéresse aussi notamment au développement et sous l'angle de la sociologie du travail dans les classes maternelles. Et un article qui vient de sortir récemment sur cette question. Et donc, il s'intéresse aussi quand même beaucoup au manga. Et donc, il va faire une conférence qui va tourner autour, au fond, du développement et de l'usage des mangas, et notamment de la place des amateurs dans le développement d'une culture manga en France. Julien Bouvard, lui, est maître de conférence en civilisation du Japon, donc langue et civilisation japonaise. Et c'est aussi un spécialiste du manga, peut-être j'allais dire presque encore plus, un spécialiste du manga, il faut le dire, et un spécialiste de l'histoire du manga. Et il va nous parler aujourd'hui de la question de la traduction, qui est essentielle. Si on veut lire des mangas en français, il faut les traduire. Et traduire la bande dessinée, c'est une question qui est une question vive, une question vive pour la bande dessinée en général. Hein. Je veux dire, j'ai croisé un certain nombre de collègues civilisationnistes et qui étaient chargés de traduire Astérix en anglais ou en allemand, etc. Et c'est toujours une question très importante. Et c'était une question encore plus importante avec le manga parce qu'il y a un écart culturel encore plus fort. Je vais leur laisser la parole. Donc ils vont faire chacun une intervention d'une vingtaine de minutes et ensuite vous serez amenés à leur poser des questions. Il y a aussi des gens qui nous suivent par Internet et donc ils seront aussi amenés à leur poser des questions. J'aurai peut-être également des questions. Donc l'idée, c'est qu'après les exposés, il y ait un moment qui soit vraiment un moment de dialogue et un moment d'échange avec les deux conférenciers. Je vais d'abord laisser la parole à Olivier Panet. Ça marche, oui. Donc, bonjour, merci pour l'invitation et pour la présentation. Donc moi, je vais parler des mangas en tant que sociologue. Donc je me placerai d'une part du point de vue de la lecture, des usages, de la réception, et pas vraiment des questions de traduction, de production, de champ éditorial. Donc c'est vraiment la question des usages, des pratiques de lecture du manga qui m'a intéressé. Et ça, en France. En France, et je parlerai un peu d'autres enquêtes qui ont porté aussi sur la réception des mangas hors du Japon, dans d'autres pays, les États-Unis, des pays européens. Et donc, ce que je me propose de faire, c'était un retour sur les usages et les pratiques de lecture des mangas en France. Donc, ce que je voulais faire, c'était revenir sur quelles sont les sources, les méthodes, les enquêtes qui sont utilisées pour mesurer, pour étudier la lecture de mangas en France. Et quels sont les principaux résultats qui ressortent depuis que le manga a été introduit en France, donc depuis
depuis les années 90 en gros, depuis que les éditeurs français ont investi un peu ce secteur éditorial. Et pour ça, je m'appuierai à la fois il y a des enquêtes quantitatives par questionnaire sur les pratiques culturelles, sur le lectorat de la bande dessinée, qui ont permis de mieux saisir en fait les propriétés sociales, scolaires, en termes de genre, et un peu en termes de classe sociale, les propriétés du lectorat, des lecteurs, des lectrices de manga, en termes d'âge, de génération aussi. Et je parlerai aussi d'enquêtes qualitatives que j'ai menées, notamment avec Christine Détrez, une enquête qui portait sur les adolescents lecteurs de manga. Enquête qui date d'une dizaine d'années et qui portait donc sur les adolescents lycéens, collégiens en 2010, autour de l'année 2010. Une enquête que j'ai prolongée ensuite en thèse en m'intéressant plutôt, cette fois-ci, aux lecteurs adultes de manga, donc nés dans les années 70-80, donc qui ont découvert le manga quand ils étaient adolescents dans les années 90 et qui ont poursuivi la lecture parfois pendant 10, 20, jusqu'à 30 années de lecture de manga. Donc ce sont ces lecteurs particulièrement investis, qui m'ont intéressé dans ma thèse. Donc ce que je pourrais commencer par dire en introduction, c'est que on a désormais, le manga est solidement, durablement implanté dans le paysage éditorial, dans les pratiques de lecture et de plusieurs générations de lecteurs, lectrices. Les premières générations nées dans les années 70-80. Donc il y a quelques pionniers qui lisaient déjà des mangas dans les années 60-70. Mais les générations nées dans les années 70-80 sont les premières à avoir massivement investi ce type d'œuvres culturelles. Jusqu'à aujourd'hui, donc, où le marché a connu une expansion ininterrompue, donc jusqu'en 2021, puisque les chiffres qui sont parus du cabinet GfK montrent qu'en 2021, donc, un livre sur 4 qui est vendu est une bande dessinée, et plus d'une bande dessinée sur 2 est un manga, 55% du volume des ventes. Et ça fait suite à des années de forte expansion. C'est le manga qui est le moteur un peu de l'expansion des ventes de bandes dessinées. Donc, je vais aborder en fait les différentes sources et méthodes dont on dispose pour étudier la bande dessinée. Je commencerai par les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français. Il y a eu 6 éditions de cette enquête depuis 1973 jusqu'à 2018. Alors, ces enquêtes, elles portent sur des échantillons représentatifs qui varient entre 5 000 à 9 000 Français représentatifs âgés de plus de 15 ans. Donc ces enquêtes, elles ne permettent pas d'apprendre vraiment beaucoup de choses sur le manga spécifiquement, mais elles permettent de situer les lecteurs de manga par rapport au lectorat de la bande dessinée. Et elles permettent de situer le manga par rapport aux tendances culturelles de longue durée qu'on observe en France. Donc ce que ces enquêtes mettent en évidence, c'est effectivement que le lectorat de la bande dessinée, il est majoritairement masculin, il est plutôt diplômé et plutôt issu des catégories les plus favorisées, plutôt des cadres. C'est une lecture plus répandue chez les cadres que chez les ouvriers, chez les hommes que chez les femmes. Et chez les jeunes, et ce que mettent en évidence ces enquêtes, c'est que la bande dessinée n'échappe pas au mouvement, à la tendance de désaffection envers la lecture. C'est-à-dire, d'une génération à l'autre, on constate qu'il y a de moins en moins de lecteurs de bande dessinée. Et si on regarde les trajectoires des individus, on note aussi, avec l'avancée en âge, un déclin des pratiques de lecture de livres et de bande dessinée. Et ça aussi, c'est encore plus net dans le domaine du manga.
Voilà, donc il y a des enquêtes plus précises par questionnaire qui portent sur les lecteurs de bande dessinée, qui permettent de mieux comprendre le segment des lecteurs, lectrices de manga. Donc on voit qu'ils mettent nettement en évidence l'ancrage générationnel très spécifique de ce lectorat, avec un décrochage très net des pratiques de lecture à partir de 40 ans, et le fait que ça reste, depuis les années 90, une lecture majoritairement juvénile. Donc, l'enquête sur les Français et la bande dessinée en 2020 montre que c'est, comme l'enquête menée en 2011, que c'est autour de la préadolescence, l'adolescence, que le taux de lecture est le plus important, donc avec une montée de 8 à 12 ans, et le taux de lecteur, il est presque 90% à l'âge de 13-14 ans au début du collège, et ce qu'on observe, c'est qu'il y a un décrochage assez net au cours du lycée à partir de 15-17 ans, et donc il y a seule une minorité de ces classes d'âge qui continuent à lire au lycée et au-delà du lycée, mais une minorité qui reste significative. Et ce que mettre en outre en évidence ces enquêtes, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le lectorat de manga n'est pas plus féminisé que le lectorat de la bande dessinée dans son ensemble. Donc souvent on pense que le fait qu'il y ait du shoujo manga, ça a pu contribuer à la féminisation du lectorat de la bande dessinée, et on voit que ce n'est pas le cas, puisqu'il y a dans le lectorat de bande dessinée, de manga, il y a toujours une majorité de garçons et d'hommes, donc environ 6 lecteurs sur 10. Et le dernier résultat que montrent ces enquêtes, c'est une surreprésentation des enfants ou des lecteurs issus de milieux donc moins favorisés que les lecteurs de bande dessinée. Donc on voit que le manga apparaît comme une lecture plus accessible, plus populaire que la bande dessinée, qui a connu tout ce mouvement de légitimation qui a pu la couper d'un lectorat plus populaire qui, par exemple, lisait les magazines de bande dessinée périodiques dans les années 70-80. Et donc, pour compléter ces enquêtes quantitatives qui permettent de cerner en gros les propriétés des lecteurs, et qui permettent aussi de saisir un peu les parcours, donc on a voulu avec Christine Détrez mettre en œuvre une approche qualitative cette fois-ci, plus pour entrer dans le détail des raisons de lire des adolescents, et le détail des réceptions, savoir qu'est-ce qu'ils investissent d'eux-mêmes dans la lecture, dans l'identification aux personnages, et qu'est-ce qui fait qu'ils accrochent à ce point à ce type de lecture, puisque le manga, par rapport à la bande dessinée, il résiste un peu plus au décrochage qu'on observe au lycée. Donc il conserve des attraits pour une population de lycéens, de jeunes adultes, par rapport à d'autres types d'ouvrages de littérature jeunesse ou d'ouvrages de bande dessinée jeunesse. Et donc, ce qu'on a fait, c'est une enquête par entretien approfondi auprès d'une 50aine de collégiens lycéens issus de différents milieux sociaux. Est-ce que j'insisterai sur 3-4 résultats principaux qui nous ont paru expliquer l'attrait, le succès des mangas auprès de cette population d'adolescents. Donc là, on parle des adolescents au tournant des années 2000-2010, ceux qui ont grandi en fait alors que l'offre éditoriale de manga était en voie de professionnalisation, ceux qui ont eu accès au manga dans tous les réseaux de distribution du livre, y compris les grandes surfaces, et qui ont eu accès à différentes catégories éditoriales. Donc 2004, 2005, 2010, c'est un peu le boom du shoujo manga, et aussi du yaoi, boys love, plein du seinen.
de catégories éditoriales qui se sont installées dans l'édition, dans la distribution de livres. Et on a voulu voir si les réceptions effectives des lecteurs, des lectrices correspondaient à cette segmentation de l'offre et comment les lecteurs, en grandissant, pouvaient changer de corpus, passer du shonen au seinen ou au contraire rester poursuivre leur lecture d'adolescence. Et donc, une des premières raisons qui nous a apparu expliquer pourquoi il y a un tel attachement des lycéens collégiens envers le manga un peu plus fort que pour la bande dessinée ou pour d'autres types d'ouvrages, c'était des aspects très concrets de la lecture, la maniabilité des volumes, le fait de pouvoir faire une lecture nomade, de pouvoir alterner lecture numérique, recours au Scantrad, des échanges de volumes dans les groupes de pairs au collège, au lycée. Donc on avait parlé d'une lecture interstitielle aussi, c'est-à-dire on peut mettre en œuvre des lectures fragmentées d'un volume, d'un arc narratif, dans les temps morts, dans les temps de transport, et c'est comme ça que cette lecture pouvait se déployer dans les emplois du temps des collégiens lycéens, dans leurs déplacements, leur mobilité quotidienne, que ce soit la lecture sur place, sur les lieux de vente, le recours au scan, tout s'articulait en fait, tous les modes d'approvisionnement étaient combinés pour permettre des lectures en fait qui se déploient dans les emplois du temps lycéens et qui est parfaitement adapté. Ce qui nous a paru aussi intéressant, c'est de voir toutes les passerelles qui existent entre le manga et toute une constellation de pratiques qui renvoient au fonctionnement du média mix japonais, et qui renvoie aussi au développement de tout un ensemble de pratiques amateurs à travers les festivals, le cosplay, l'écriture de fanfiction. Toutes ces pratiques, c'est aussi des incitations à lire qui se déploient dans les fanzines, sur Internet. C'est une mise en spectacle, une mise en visibilité du manga qui fonctionne, qui donne envie de lire des titres. On a vu beaucoup d'adolescents qui ont lu des mangas après avoir vu des cosplayers, après avoir joué à des jeux de rôle sur des forums. Donc, il y a plein de passerelles qui font que c'est une lecture qui paraît accessible, envisageable. Il n'y a pas de barrière symbolique comme il peut y avoir. Certains ont parlé de barrières vers la bande dessinée et le côté luxueux que peuvent avoir certains albums. Donc on avait dit que c'était une lecture encastrée dans les centres d'intérêt de la jeunesse, que ce soit le jeu vidéo, l'animation, qui fonctionne comme autant de passerelles vers ces petits ouvrages imprimés. Et donc ce qui nous avait paru, à part le côté nomade encastré dans la culture jeune, c'est aussi que c'est une lecture qui très souvent ne fait pas partie des bibliothèques des parents ou des grands-parents, sauf très récemment pour les jeunes parents. C'est pas quelque chose qui a été transmis familialement, et c'est donc les sociabilités amicales qui participent à l'apprentissage, à la transmission du goût pour les mangas. Et ça, on l'a vu très bien comment les groupes de pairs en fait permettent d'avoir accès matériellement à des volumes de manga, puisque ça peut coûter très cher de constituer une collection complète. Et les groupes de pairs offrent des espaces de discussion sur les séries, d'élaboration de théories, et donc c'est une lecture qui est pleinement intégrée dans les enjeux de sociabilité, de popularité à l'adolescence pour ces adolescents des années 2010, ce qui est totalement différent de ceux qui ont découvert le manga dans les années 90, où là c'était plutôt un goût minoritaire et plutôt stigmatisé dans les discours médiatiques. Là, c'est un élément pleinement intégré dans les hiérarchies de popularité, les sociabilités adolescentes. Voilà. Et le dernier point, on a aussi étudié pas seulement l'attrait, les entrées dans la lecture de manga, mais aussi on a vu ce que confirment les enquêtes quantitatives, qu'il y a de nombreux adolescents qui décrochent du manga au sortir du lycée. Une lecture qui reste
associé à une forme de détente, et pour certains, c'est pas envisageable de poursuivre à l'âge adulte. Donc, ils ont une perception souvent très partielle de l'offre éditoriale centrée sur les best-sellers à succès. Et c'est quelque chose qui est tellement inscrit dans leurs relations sociales collégiennes ou lycéennes que dès que ces relations cessent, ils ont moins d'incitation à lire. Et donc, ils peuvent se détourner ou ralentir fortement le rythme de lecture. Ce qui fait que le monde du manga reste dominé quand même par ce public adolescent, juvénile, en termes démographiques. Voilà. Et le dernier point qu'on a mis en évidence, c'est toutes les raisons de lire, les manières de s'approprier ces œuvres. Et donc, ce qui ressort, c'est la fonction de divertissement, le plaisir, l'évasion, que ces jeunes trouvent dans le manga, mais aussi dans leurs autres pratiques culturelles, la lecture de fantasy, de séries télé fantastiques, policières. Donc c'est un moyen de remplir ces attentes, le manga, un moyen supplémentaire de répondre à ces attentes de lecture qui sont avant tout conçues comme un moyen de plaisir, d'évasion, de détente. Donc le rire, ça apparaît dans toutes ses déclinaisons. Une satisfaction majeure qui est associée au manga, le burlesque, l'absurde. On a montré aussi les formes d'émotion, d'identification plus fortes de certains quand l'histoire d'un personnage fait écho à des aspects de leur histoire familiale, que ce soit des personnages orphelins dans Naruto, Evangelion. Enfin, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits, des manières de s'approprier un titre qui font écho à l'expérience personnelle. C'est un moyen de faire travailler son expérience personnelle qui explique pourquoi un titre particulier fait écho à l'expérience d'un lecteur. Voilà, et on a vu aussi en quoi, en fait, comment s'opère le fait de grandir avec un manga. Avec les mangas, donc comment s'opèrent les déplacements des lecteurs des corpus shonen à petite dose vers les corpus seinen destinés aux adultes. Comment les filles aussi sont massivement amatrices de shonen et pas seulement de shoujo. Et voilà, comment à travers le choix des titres de lecture se révèlent les frontières entre les âges et les générations. Donc il s'agit de choisir le manga qui correspond à son âge et d'opérer les déplacements pour avoir la bonne taille symbolique, c'est-à-dire être considéré comme quelqu'un de son âge d'adolescent, ne plus être assimilé aux lectures enfantines, avoir le bon genre, c'est-à-dire pour les garçons, l'enjeu de se distinguer à tout prix du shoujo ou du boys love qui suscite des réactions parfois de répulsion alors que suscite un engouement très fort chez les collégiennes qui lisent ça en cachette. Ce que j'avais vu souvent dans les lycées ou les médiathèques où on avait mené l'enquête. Et enfin, dernier point, c'est que le manga, s'il est associé surtout à la détente, il peut aussi faire l'objet de lectures savantes et la lecture peut même s'apparenter à un travail qui s'accompagne de recherches documentaires, de déchiffrage des versions originales. Donc, il y a quand même une partie des adolescents les plus investis qui prennent au sérieux cette lecture et l'investissent avec transposent sur le manga des manières plutôt analytiques, scolaires de lire. Voilà, et c'est plutôt ceux qui se revendiquent comme fans de manga, donc ce qui implique une forme d'activisme, d'érudition qui se déploie sur ces objets pourtant toujours... qui sont acceptés, beaucoup moins stigmatisés qu'avant, mais qui sont peu souvent pris au sérieux comme une lecture adulte. Voilà, donc c'est comme ça qu'une enquête qualitative peut en fait compléter, éclairer en fait les résultats qu'on a sur les propriétés sociales des lecteurs, des lectrices, en allant dans le cœur des réceptions, des raisons de lire, des formes d'identification.
Et on peut aller aussi au-delà, grâce à ces enquêtes, des données qu'on a sur l'édition, puisqu'on voit que les chiffres de vente ne permettent de saisir qu'un aspect partiel des lectures, puisqu'on voit ici les formes de lecture gratuites sur les lieux de vente qui n'apparaissent pas dans les chiffres d'édition, ou les réseaux d'échange de prêts entre collégiens et lycéens, ou à l'époque, c'était la grande époque du piratage, enfin encore aujourd'hui, mais sur WADmanga en anglais, donc des sites qui ont fermé aujourd'hui. Et on voit que c'était largement complémentaire de l'achat des volumes imprimés, puisqu'il reste un fort attachement de ces lecteurs et lectrices à la possession, à la constitution de collections, à la manipulation des objets, à leur aspect matériel. Voilà. Donc, peut-être qu'on pourra aborder ces questions de traduction. Merci Olivier. Est-ce que peut-être dans la salle, des gens ont des questions? D'accord. Ah, en même temps? D'accord. Est-ce qu'en ligne, il n'y a pas non plus? D'accord. Ah oui, très bien. Alors bien, merci Olivier, c'est passionnant. Donc j'adore vraiment ce travail qui, je le rappelle, s'intitule Les Mangados. Je ne sais pas si l'ouvrage est encore disponible. En version numérique. Ok, en version numérique. C'est gratuit peut-être, non? Non. D'accord. Non, mais en fait, on est en train de travailler avec Christine Détresse sur une traduction en anglais. Super. Qui paraîtra aux éditions Brill en 2022 dans la collection Globalizing Youth Cultures. Ah, génial. Donc, une version actualisée de l'enquête. D'accord. À l'époque, c'est de la sociologie, maintenant, c'est de l'histoire. Oui, tout à fait. Il s'est passé une dizaine d'années, effectivement. Mais en tout cas, voilà. je conseille vraiment l'ouvrage à tous ceux qui s'intéressent aux pratiques de lecture de la jeunesse française et aux pratiques de lecture de manga. C'est extrêmement éclairant sur plusieurs points. Alors, tu les as rappelés, mais c'est vraiment... moi, j'ai par exemple adoré la partie sur les décrocheurs. J'aime bien l'expression de décrocher, être décrocheur. De la même manière qu'on décroche à l'école, eh bien, il y a aussi des jeunes gens qui décrochent avec le manga. Qui arrêtent d'en lire, qui passent totalement à autre chose. Et il y a comme des sortes de stratégies en fait, de fabrication d'une identité personnelle à travers des passions. Et c'est vraiment passionnant. Hein. C'est-à-dire comment est-ce qu'à 15, 16, 17 ans, on décide de devenir fan, de s'intéresser à tel ou tel objet. Ce qui permet aussi de déconstruire toute la notion de goût. Alors, en sociologie de la culture, c'est un peu évident, mais c'est toujours dingue de voir à quel point est-ce que, de manière consciente ou non, les jeunes Français fabriquent aussi, sont partie prenante dans leur fabrication de leur passion. Et parfois, eh bien, ils jettent certains aspects, comme les mangas, voire comme certains genres de mangas. Je ne lis plus de shonen. J'avais lu aussi dans ton ouvrage toute cette partie des jeunes lectrices qui disent non, mais le shoujo manga, c'est pour les petites filles. Moi, je ne suis plus une petite fille. Ce que je lis, c'est du yaoi. Voilà, ça convient à ma classe d'âge, ça correspond à mes goûts, etc. Donc, il y a vraiment des justifications qui sont très intéressantes et qui montrent à quel point est-ce que la constitution des goûts est aussi le corollaire d'une constitution d'une identité de filles, de jeunes, etc. Enfin, voilà, c'est absolument passionnant et je suis assez curieux de lire aussi ce que tu as fait sur la partie adulte. Oui, que sont-ils devenus? Donc ça, je crois que c'est issu de ta thèse, comme tu le disais. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce travail. Voilà, donc je suis aussi très content de te revoir, Olivier, puisque ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, premièrement. Et deuxièmement, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé mes recherches à l'université sur le manga, Olivier aussi était je pense, en master à l'ENS et commençait déjà un travail de sociologie sur la lecture de manga. Et on s'était rencontrés à cette époque-là. Je pense que ça devait être en 2003, si je me... Avec des soirées manga. Oui, aux soirées 100% manga notamment. Donc ça fait presque 20 ans, vous voyez. Ce qui veut dire qu'on est très très vieux, premièrement. Et le fait que tu t'intéresses d'ailleurs aux lecteurs un peu plus âgés de manga me rend encore plus nostalgique puisque ça me concerne d'autant plus. Bref, donc merci encore pour les organisatrices de cet événement sur le manga à Lyon 1. Bravo aussi pour la jolie exposition qu'on peut visiter jusqu'à quand? Je ne sais pas jusqu'à quand ce sera. Jusqu'au 27 mars. Jusqu'au 27 mars. Donc profitez-en si vous êtes de passage dans le coin et à Lyon. C'est une très belle exposition avec des très beaux panneaux. Alors, de mon côté, eh bien, puisque le sujet c'est l'autre pays du manga, je vais lancer le PowerPoint sur la question de la traduction.
en essayant d'utiliser la fonction share de WebEx, mais qui est grisée, qui ne me permet pas de le faire. Donc je pense qu'on va m'attribuer des droits pour que je puisse le faire. Avant de commencer, alors, ok. Alors, share, je ne peux toujours pas. C'est toujours grisé. Avant de commencer, donc oui, je suis Julien Bouvard, maître de conférence en études japonaises. J'enseigne la langue et la civilisation japonaise. Et je m'intéresse à l'histoire du manga et notamment aux questions de traduction. PowerPoint. Ok. Alors. C'est bon. Très bien. Est-ce que tout le monde peut voir mon PowerPoint? Alors, à l'écran, c'est en train de s'afficher. Sur Internet, est-ce que cela fonctionne? Très bien. Alors, je vais mettre le PowerPoint à la première page. Bien, le titre. Tout d'abord, donc, tout se déroule selon le Keikaku. Keikaku signifie plan, traduire des mangas en France. Alors, premièrement, excusez-moi un petit peu pour l'utilisation de ce mème que vous connaissez peut-être, qui est tiré en fait d'un screenshot d'un fan sub, c'est-à-dire d'une traduction produite par des amateurs du dessin animé Death Note, si je ne me trompe pas, qui date de 2007 et qui est tellement ridicule ou exagérée dans sa manière de vouloir tout traduire qu'elle est devenue un mème sur Internet, souvent réutilisé jusque-là. J'ai juste changé de partage parce que voyez le voice d'écran. On fait une petite adaptation technique. Merci. Et donc voilà. Donc on va parler de traduction de manga. Alors excusez-moi, il s'agit donc d'un mème tiré d'une traduction de dessin animé, mais moi je vais me concentrer uniquement sur la question de la traduction de la bande dessinée japonaise, en ayant en tête, eh bien, sur le temps long, des évolutions plutôt intéressantes entre les premières traductions qui avaient peut-être tendance à minorer l'aspect asiatique et japonais de ces productions, en passant par les années 2000, où là, on est plutôt dans une multiplication, une surabondance de signes japonais dans la traduction, mais aussi dans la forme des mangas. Mon hypothèse étant qu'aujourd'hui, on a encore un petit peu changé d'époque et on est passé dans une nouvelle phase. Alors, est-ce que tout fonctionne bien maintenant? Très bien. Hop. Alors, petite histoire des traductions de manga en France. À vrai dire, elles ont commencé avant les années 68, mais le premier essai a été lancé par un japonais, Atos Takemoto, à la fin des années 70, qui, depuis la Suisse, a lancé un magazine de bande dessinée japonaise qui s'intitulait Le Cri qui tue, en essayant peut-être de capitaliser sur la popularité des films de kung-fu venant d'Asie à l'époque. Et c'était la première fois qu'on avait donc, dans un format d'ailleurs tout à fait comparable au format des mangashi, c'est-à-dire des revues de prépublication de manga au Japon, première fois qu'on avait cela. Il y a eu 4 ou 5 numéros, hélas, ça n'a pas vraiment fonctionné, malgré la présence de grands noms de la bande dessinée japonaise, que sont Tezuka, Ishinomori, Saito, etc., etc. Un peu plus tard, dans les années 80, on a eu quelques petites tentatives de traduction de manga japonais en France. Gen d'Hiroshima, tout d'abord, dans les années 80, qui est sorti chez nous, sans doute parce que la bande dessinée a été au préalable traduite aux États-Unis et que les éditeurs français en ont pris conscience grâce à cela. Donc on passe en fait par un prisme américain pour traduire les bandes dessinées japonaises. Même chose pour Les secrets de l'économie japonaise en bande dessinée de Ishinomori Shotaro, qui avait été 2 ans plus tôt donc, traduit en langue anglaise aux États-Unis.
qui ne s'est pas forcément extrêmement bien vendu, mais il y avait eu quelques articles de presse à ce propos, puisque l'objet paraissait tout à fait étonnant. Et puis on était dans une période où on célébrait donc la force de l'économie japonaise, qui était un vrai sujet pour les hebdomadaires, notamment français à l'époque, d'où la volonté aussi de certains éditeurs de traduire ce manga, qui n'a pas été traduit à partir du japonais, mais à partir de sa traduction en anglais. Donc encore une fois, on passe par le prisme américain, pas du tout par ce qui se passe au Japon. Quand on parle des traductions de mangas japonais, il ne faudrait pas non plus oublier qu'on a eu des sortes de bandes dessinées tirées des dessins animés populaires diffusés à la télévision française. Alors certains me diraient peut-être que c'est un peu étonnant de voir figurer ces bandes dessinées non dessinées par des Japonais dans une liste qui contient des titres traduits du Japon, mais pourtant, moi j'aimerais bien aussi qu'on réévalue ces titres-là. Ils ont eu aussi une importance de diffusion de ces récits à travers donc, le médium de la bande dessinée, même s'ils n'étaient pas dessinés par des auteurs japonais, ils étaient principalement par des auteurs français, voire italiens, dans le cas de Goldorak notamment, même si en bas, là, vous voyez que c'est plutôt Albator. Moi, je trouve ces mangas intéressants et de manière involontaire, parfois assez proche de ce qu'est la forme d'une bande dessinée japonaise. En effet, alors on sait très bien qu'il y a des liens sur le plan de la composition, sur le plan du graphisme entre les dessins animés japonais et les bandes dessinées japonaises, et de fait, de manière un peu involontaire, les auteurs de bandes dessinées français ont repris des plans qui ressemblent en fait à des cases de bandes dessinées japonaises. Et de fait, je trouve qu'il y a là une analogie à faire entre les deux. On continue un petit peu plus loin dans l'histoire, tout début des années 90, alors là aussi on passe par le prisme américain, Akira est sorti quelques années plus tôt aux États-Unis dans une version colorisée, Glénat donc s'engouffre dans cette brèche, propose une nouvelle colorisation, sort d'ailleurs ce titre sous deux formes, une forme reliée et une forme diffusée en presse, en essayant peut-être là aussi d'imiter la formule commerciale japonaise. Le choix du manga Akira alors, est sans doute le fruit de la qualité de l'œuvre, bien sûr, mais pas uniquement. On peut peut-être aussi estimer que le grand format de la bande dessinée originale, très rare pour le Japon, c'était son auteur Otomo Katsuhiro qui l'avait imposé à son éditeur, et grâce au succès de ce titre et des titres précédents, on lui avait accordé cette faveur. Eh bien, c'est peut-être justement la proximité des formats qui a attiré l'œil des étrangers, en dehors, bien sûr, des qualités intrinsèques de l'œuvre. Début, milieu des années 90, là, les choses changent radicalement. Glénat donc, commence à publier massivement des bandes dessinées japonaises et fonde son choix principalement sur la popularité de ces franchises, de ces séries qui ont au préalable été diffusées à la télévision française. Alors, je m'intéresse en ce moment à la forme, à la matérialité des mangas, et c'est assez intéressant de remarquer qu'à cette époque-là, eh bien, le sens de lecture chez Glénat, c'est de gauche à droite, donc comme un livre français, comme une bande dessinée française, qu'il n'y a pas de surcouverture en plastique comme sur les éditions originales japonaises, en fait pour une bonne et simple raison, c'est qu'à cette époque-là, aucun imprimeur en France n'est doté de machines pour plier ces couvertures. Alors ça paraît tout bête, c'est vraiment un problème un peu ridicule, mais donc pour ça qu'il a fallu attendre une bonne dizaine d'années avant que le marché soit assez important pour que des imprimeurs investissent dans ce domaine-là et qu'on ait enfin des couvertures flottantes en plastique. Jusque-là, donc, on était obligé d'avoir ces couvertures à rabat. Vous voyez, c'est aussi comme ça que les éditions Piquet continuent d'ailleurs aujourd'hui à publier leurs romans asiatiques. Et donc, en dehors de ces adaptations de grandes séries très populaires auprès des adolescents, les choix des éditeurs, là aussi, sont influencés par les formats de publication originaux, les thématiques, plutôt la SF, plutôt le public masculin, des pages très remplies,
avec beaucoup de textes, beaucoup de traits. Bref, il y a un biais sans doute occidental, et en l'occurrence français, qui amène le public, mais aussi les éditeurs, à se tourner plus vers certaines œuvres que d'autres. Donc c'est le cas pour Appleseed, plutôt de la SF avec des dessins extrêmement précis, minutieux. Et puis, pour ce qui est de Taniguchi, la Taniguchi mania française, elle s'explique de différentes manières. Là, bien sûr, parce que Taniguchi est l'un des seuls auteurs de manga à revendiquer une influence étrangère, une influence de la bande dessinée occidentale, et aussi peut-être pour son côté, je dirais, littéraire, son adaptation du roman Bochin, par exemple, qui a permis à cet auteur d'obtenir une certaine légitimité au sein donc du monde intellectuel et culturel français. Et si cette question vous intéresse, il y a le très bon article de Xavier Gilbert sur l'histoire du manga en France qui y revient en détail. Bref, maintenant, intéressons-nous aux questions de sens de lecture. Alors, j'ai lu, éditeur de livres de poche, se lance dans le manga à travers plusieurs œuvres, et notamment Fly, alors qui est justement une adaptation d'un dessin animé qui était diffusé dans le Club Dorothée quelques années plus tôt. Et eux, alors, ils ont une politique beaucoup plus avant-gardiste, puisqu'ils essayent de retransposer en France le vrai format de lecture des mangas sur du papier de mauvaise qualité, enfin de mauvaise qualité, d'une qualité moindre que les bandes dessinées franco-belges plutôt, avec des couvertures flottantes et un format donc de lecture droite à gauche. Mais en même temps, c'est tellement compliqué pour les lecteurs de comprendre comment est-ce qu'il faut lire cela, qu'il y a aussi une sorte de tutoriel, alors soit qui est placé à la fin de l'ouvrage, ça a existé pendant un certain temps, soit dans les cases mêmes où on place des numéros de façon à les numéroter et donc à guider l'œil du lecteur qui pourra s'y retrouver. Enfin, est-ce qu'on s'y retrouve vraiment? Regardez sur cette publicité des éditions J'ai lu. Alors bon, il y a plein de choses à dire sur cette pub qui date aussi de 1996. Retrouve tes héros TV favoris dans J'ai lu manga. Alors déjà, l'utilisation de l'impératif à la deuxième personne du singulier montre qu'on s'adresse à des jeunes. Et puis dans ce qu'on nous indique après, sens de lecture à la japonaise, les images et les bulles se lisent de gauche à droite. Donc là, votre cerveau est en train de bouillir, je le sens, moi aussi, j'ai lu ça une première fois, j'ai du mal à comprendre. Non, en fait, ils se sont trompés, même dans leur publicité, pour essayer d'expliquer comment faire, ils se trompent. C'est vraiment pas simple, en fait. Alors, donc il y a une volonté qui commence à poindre son nez d'essayer de ressembler le plus possible aux éditions originales. Alors, c'est peut-être aussi la conséquence de mouvements de fans un petit peu élitistes qui font pression sur les éditions, sur les éditeurs, sur l'internet naissant ou même pendant les conventions, en leur disant non, vous devez faire ça, etc. Et ça aboutit en fait à plusieurs changements qui sont aussi des changements d'ordre textuel et linguistique. Par exemple, c'est le site kameha.net qui l'explique, donc un site consacré à Dragon Ball et qui compare les traductions de Dragon Ball entre 1993 et la traduction renouvelée en 2003. Donc il s'est passé 10 ans entre les deux, et bon, je ne vais pas vous faire une explication de texte, mais en gros, la dernière traduction de 2003 est beaucoup plus fidèle à l'original, insère beaucoup plus de noms japonais dans les bulles, et essaye de coller au maximum donc à la série originale, et surtout se distingue des traductions précédentes qui étaient inspirées par la version doublée du dessin animé de Dragon Ball. Voilà. Autre chose, on est encore une fois dans la volonté explicative, parfois même un peu encyclopédique du manga. À la fin de GTO, début des années 2000, un lexique. Alors pourquoi pas faire un lexique, mais si on regarde un petit peu dans les détails, il y a des choses un peu étonnantes, comme conversion yen-franc, donc là on nous donne un taux de change entre deux monnaies, bon pourquoi pas, et cosplay, bon je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui savaient ce que c'était au début des années 2000, notamment chez les lecteurs de manga, et puis des noms de lieux, comme Chiba, j'en ai trouvé d'autres aussi, il y avait Ginza également, ou d'autres,
Bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre des noms de lieux dans un lexique? Bon, je ne suis pas forcément sûr. Pareil pour Télécula, ce n'est pas uniquement une encyclopédie façon dictionnaire, mais on nous donne des informations, donc abréviation de Télécula-Beu, etc. Ceux qui sont déjà allés à Tokyo, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça ne se présente pas tout à fait comme une encyclopédie. Dans une encyclopédie, vous n'auriez jamais une phrase qui commencerait par ceux qui sont déjà allés à Tokyo connaissent. Donc on s'adresse là directement au lectorat en partant du principe qu'il y a une partie du lectorat qui est déjà allé au Japon et donc qui s'intéresse à ça et qui a besoin de déchiffrage, de décryptage, d'informations en plus. Donc une sorte d'échange de connaissances qui passe par l'objet livre. Mais tout cela est difficile à placer. La langue française est mal adaptée aux bulles japonaises qui sont souvent verticales plus qu'horizontales. Et notre langue propose pas mal de mots qui sont longs, qui obligent à des césures et ne favorisent justement pas du tout la volonté explicative de ces traducteurs, qui donc passent par des lexiques, par des notes de bas de page. C'est le cas chez l'éditeur Cornelius, alors qui ne place non pas des notes de bas de page, mais qui utilise l'entrecase des pages pour placer tout ce qui n'est pas du texte en police de caractères, plus exactement. Donc, par exemple, un panneau avec le nom monsieur, le médecin Yamada, plutôt que de changer ce panneau et de l'écrire à la verticale en français, eh bien, on préfère utiliser cette intercase. Pareil pour les onomatopées, le ha-ha-ha ici est traduit en dessous. Il n'est pas gommé et remplacé par des gros ha ou ah, etc. On essaye d'ajouter de la donnée. Ici, on l'essaye non pas pour une question de diffusion de connaissances de façon encyclopédique, mais peut-être plus par la question du respect du texte original et du respect du dessin original, puisque l'éditeur considère qu'à partir du moment où l'onomatopée est manuscrite et non pas tapée à la machine ou tapée sur un ordinateur, elle fait partie d'un ensemble de dessins qu'il faut absolument respecter. Là, c'est une manière très, très française, entre guillemets, d'envisager le dessin de bande dessinée japonaise. Alors je regarde un petit peu le temps. J'ai encore peut-être 10 minutes, je ne sais pas exactement. Donc traduire un manga, c'est pas uniquement traduire des mots, c'est peut-être aussi traduire un écosystème. Et la question que je veux me poser ici, c'est est-ce qu'on a tout l'écosystème japonais chez nous? La réponse est bien sûr non. Ces magazines de prépublication de manga dont je vous parlais tout à l'heure, ces fameux mangashi, est-ce qu'ils existent en France? Eh bien non. Il y a eu quelques essais comme la revue Kamea au début des années 90, il s'agissait de l'éditeur Glénat, puis un petit peu plus tard, la revue Akiba au début des années 2010, donc beaucoup plus récemment. À chaque fois, ces revues ont été des échecs, ce qui montre bien que le public, le lectorat de bande dessinée et de manga, mais en fait il n'y a pas vraiment de différence entre les deux en France, est attaché à des volumes reliés que l'on achète, que l'on revend parfois, que l'on prête, mais surtout que l'on place dans ces bibliothèques Ikea pour faire joli les uns après les autres, plutôt que par des revues qu'on va jeter au bout d'un certain moment. Voilà, donc le goût pour la collection, le goût pour l'investissement, on le revoit aussi dans ces pratiques qui sont totalement déconnectées de la manière normale et naturelle de lire du manga au Japon, c'est-à-dire une manière où il y a un cycle de lecture, mais aussi un cycle avec du recyclage, donc où on se débarrasse à un moment ou un autre des revues, mais aussi des formats reliés tankobon. Est-ce que l'écosystème japonais est bien respecté à travers la question des genres et des collections à l'intérieur même de chaque éditeur? Alors, c'est des collections qui datent de quelques années, donc je pense qu'il y a eu quelques changements depuis, mais à la fin des années 2000, début des années 2010, il y avait une vraie inflation du nombre de collections et de genres à l'intérieur de chaque éditeur de manga en France, avec des choses étonnantes, comme chez Glénat, donc shonen, roman, manga, bon shoujo ça va, seinen très bien, kids, bon en fait
Kids, je sais pas, peut-être Kodomo Manga. Et puis, surtout, c'est cette partie-là qui m'intéresse, Vintage, c'est-à-dire en fait des titres patrimoniaux, en fait des vieux mangas. Mais plutôt que de dire vieux manga, qui n'est pas une expression très vendeuse, on préfère parler de vintage. Chez Kana, c'est encore plus complexe que cela. Donc on a du shonen, du shoujo, du dark. Alors dark, on ne sait pas trop ce que c'est, ça n'existe pas vraiment au Japon. Du made in, ça c'est des productions donc produites par l'éditeur CNN. Big Kana, est-ce que ça correspond à du CNN? Bon, peut-être. Kiko, je pense que c'est des productions locales non japonaises. Et puis hors collection. Alors, un peu plus intéressant encore, à gauche, c'est l'éditeur Taifu, qui est spécialisé, enfin, qui propose en tout cas pas mal de mangas pornographiques, avec différents genres, comme le Yuri. Donc voilà, alors la collection Hotline, je ne sais pas exactement ce que c'est, donc Yaoi et Yaoi Blue, donc il y a même une différence à l'intérieur même du Yaoi, là, on est vraiment dans un marché de niche. Et puis le hentai sans interdit. Alors, ce terme de hentai, ou hentai si on essaie de le prononcer à la française, est assez intéressant. Donc on ne dit pas du tout comme ça au Japon. On parle de manga porno, donc porno manga, ero manga peut-être. Seijin komiku, ça c'est plutôt la catégorie un peu légale, donc manga pour adultes. Mais personne n'appelle ce genre de manga hentai. Hentai, ça signifie pervers. Alors, si vous dites à un japonais hentai manga ou hentai no manga, il va comprendre. Hein. Il va quand même s'imaginer. Bon, des mangas pervers, ça ressemble quand même à quelque chose, mais ça n'existe pas du tout comme catégorie. Hein. Donc ça, c'est en fait un terme qui est apparu dans le monde des fans anglo-saxons, qui, je ne sais pas trop pourquoi, ont utilisé ce terme-là plutôt que le terme de porno. Peut-être justement pour ne pas prendre des termes qui correspondent à des catégories déjà existantes dans leur pays, et peut-être aussi pour donner un côté exotique à cette pornographie-là. Et deuxièmement, il y a peut-être aussi une volonté de dissimulation de ce que c'est. Une sorte de mot de passe, de mots-clés qu'on se refile entre nous. On est les seuls à comprendre, donc on peut dire hey, « t'aimes bien le hentai ?» Ouais, moi aussi. Bon, de toute façon, c'est bon, personne ne comprend, donc voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette utilisation, elle a perduré, elle a traversé les frontières et elle est devenue presque voilà, légitime en Occident. Voilà, chez Pika, shonen, shoujo, seinen, j'arrive pas trop à lire. Kohai, ça c'est, je ne vois pas trop ce que c'est. Et puis leur collection un peu érotique, c'est senpai. Traduire un écosystème, c'est aussi traduire des lieux de lecture. Est-ce qu'on a autant de cafés manga, de manga café qu'au Japon? Pas vraiment, malgré de nombreux essais. Donc à Paris, il n'y en a qu'un seul, et qui s'appelle le Manga Café d'ailleurs. Et pendant les années 2010 notamment, il y a eu pas mal de petites boutiques qui ont lancé comme ça des mangas cafés dans différentes villes de France, et à chaque fois ça a échoué totalement. Donc c'est pas vraiment un succès. Là aussi, le public français semble ne pas être sensible à cette lecture qu'on fait en dehors de chez soi. Je voudrais peut-être terminer avec cette publicité que vous voyez sur la droite, qui est une publicité pour le manga Rent a Girlfriend, mais surtout pour un éditeur, Noévé Graphics, qui est un des nouveaux éditeurs qui est apparu il y a 1 ou 2 ans, et qui met en avant le respect de l'original. Alors là, à ce point-là, c'est presque une sorte de fétichisme de l'original. Donc dans la forme même du livre, sur cette publicité, il y a même des caractères japonais. Donc le titre, le format. Alors je lis, hein, le format c'est écrit rigoureusement identique à la version japonaise. Donc voilà, ça c'est un signe de qualité adressé au lectorat. Et il y a même, ça m'a fait un petit peu rire, le Uriage Selipu, un insert. Un insert, là, on nous dit ici comme au Japon avec un petit plus, des points, etc. En fait, ces inserts-là, ils sont destinés aux librairies japonaises pour leur comptabilité. Donc bon, ça n'a rien de vraiment très intéressant, c'est un petit bout de papier avec un code barre et la référence du bouquin, c'est tout. Voilà. Et bon, traditionnellement, dans l'édition japonaise, il y a ce petit insert. Donc eux le font. Alors, donc, on ne peut pas faire plus original, on ne peut pas faire plus japonais que les éditions de manga de Noévé Graphics. Pour essayer de prendre un petit peu de distance avec le sujet, on peut voir qu'il y a eu dans un premier temps une forme de domestication
du manga, notamment dans les années 70 et 80, où la bande dessinée japonaise a été adaptée. Donc on a changé son sens de lecture, on a choisi en particulier des titres qui ressemblaient déjà à des bandes dessinées locales, on a colorisé des pages, on a essayé comme ça de l'intégrer à une culture, une culture de la bande dessinée à la française. Et puis, dans un deuxième temps, on peut parler de foreignisation, pour reprendre le terme de la chercheuse Lawrence Venuti, dans l'ouvrage qui est noté à l'écran, c'est-à-dire une volonté de dépaysement volontaire qui s'appuie sur la surabondance de références japonaises, en l'occurrence pour nous. Donc une volonté comme ça de donner des signes visibles de japonité et ainsi de démontrer, de prouver une authenticité qui certainement va plaire aux fans les plus érudits. On surjoue le Japon. Alors la question c'est aujourd'hui, est-ce qu'on est encore dans cette période-là ou est-ce que c'est pas en train de changer? Mon hypothèse c'est que justement après une phase de surabondance de notes de bas de page, d'explications contextuelles, de glossaires, de notes de traducteurs, il semblerait que la tendance actuelle soit à l'adaptation, c'est-à-dire à une réduction des signes visibles de japonité dans les textes. Je donne cet exemple de Tokyo Tarareba Girls. Bon, si ça vous intéresse, j'ai fait un fil sur Twitter à ce propos qui expliquait en quoi est-ce que cette expression de Kono Tarareba Onna, qui est d'ailleurs le même Tarareba qu'il y a dans le titre, a été très bien traduit par sa traductrice Miyako Slocombe, qui a d'ailleurs obtenu le prix Konishi de la traduction de manga en français l'année dernière, justement en évitant le recours aux notes de bas de page, en évitant le recours à des explications qui, à mon sens, gâchent le plaisir de lecture. Alors pourquoi est-ce qu'on est en train d'un petit peu de revenir à une adaptation moins stricte, moins respectueuse de l'original? Plusieurs hypothèses. Peut-être la maturité du public, qui connaît en fait mieux le Japon. Si on reprend le glossaire de GTO, est-ce qu'on a besoin de s'adresser au lecteur en disant si vous êtes déjà allé au Japon, vous avez vu quelque chose, etc. Bon, il y a certainement dans les gens qui lisent des mangas des gens qui sont déjà allés au Japon. Et puis on ne va pas mettre ce genre de phrases. Et puis même s'ils ne sont pas allés au Japon, peu importe. En tout cas, ils sont habitués à en lire. Ils sont habitués à être confrontés aussi à des moments d'exotisme. Et puis, c'est pas si grave, quoi. C'est pas si grave de ne pas connaître le quartier de Ginza. C'est pas si grave de ne pas savoir ce que c'est que tel et tel élément culturel. Et puis, on a un truc qui s'appelle Internet, Google, une petite recherche sur Wikipédia pour comprendre ce que c'est. Enfin, on considère aussi ces mangas comme des produits culturels comme les autres, moins exotiques qu'autrefois, qui n'ont plus besoin de modes d'emploi comme ils étaient nécessaires jusque-là. Et le dernier point, oui, c'est la volonté de s'adresser à un pan plus large du lectorat. C'est-à-dire ne plus se concentrer sur le lectorat jeune, fan de manga et de jeux vidéo et de dessins animés japonais, mais ouvrir le lectorat sur des classes d'âge différentes, sur des gens qui sont peut-être pas du tout fans du Japon, qui sont absolument pas intéressés par le Japon, qui détestent les sushis, qui ne savent pas ce que c'est que le Shinkansen, mais qui veulent lire une bonne bande dessinée. Eh bien, le manga peut aussi, à mon avis, leur donner cela. Voilà, j'ai terminé ma présentation et encore une fois, si vous avez des questions déjà dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Et puis sur Internet, on va aussi essayer d'y répondre autant que ce soit possible. Si je comprends bien, il nous reste à peu près un quart d'heure. Voilà, tout à fait, un quart d'heure pour que vous puissiez poser des questions. Donc, d'abord la salle, et puis en effet, s'il y en a sur Internet. Il y a une question là-haut. Florence, le micro arrive. Juste une seconde pour vous indiquer que le livre dont on parlait tout à l'heure, le livre d'Olivier, était disponible aussi à la bibliothèque. Hein. Si ça vous intéresse, vous pourrez le regarder, le prendre, l'emprunter et le lire. Allez-y. Bonjour. Merci encore pour cette présentation. J'avais une question pour le premier intervenant. Je voulais savoir s'il y avait des études actuelles par rapport à celle qui a été mise en place, vous disiez, début 2006-2010, concernant la consommation de manga chez les adolescents. Savoir s'il existait le même genre d'enquête dans les années 2020, actuelle, vu qu'on voit notamment une augmentation du nombre de
lecteurs de manga, mais qui n'achètent pas les mangas, mais qui lit uniquement sur le net, sur différents sites. Parce que ça a peut-être sûrement un impact sur le fait que les gens achètent moins de mangas, mais on consomme beaucoup plus, vu qu'ils vont directement sur le net pour les lire. Voilà. Oui, donc en fait, il y a une enquête récente qui s'intitulait Les Français et la BD, donc qui a été réalisée par le Centre national du livre, enfin par l'IFOP pour le Centre national du livre en 2020. Et donc ça, c'est une enquête par questionnaire où ils ont abordé toutes les formes de BD, y compris le manga et y compris la BD numérique. Et je regarde. Donc, cette enquête, elle a confirmé ce que je disais sur le fait que c'est une lecture qui reste aujourd'hui adolescente. Donc, le manga recrute à chaque fois, à chaque génération, une grande partie d'adolescents, de collégiens, lycéens, qui restent dominants dans le lectorat. Donc, ils ont essayé de mesurer la place du numérique. Mais en fait, en regardant uniquement l'offre numérique légale mise en place par certains éditeurs, donc qui a du mal à décoller, sauf... c'est peu dire, hein. C'est presque c'est proche de zéro en réalité. Donc, et ce qui montre, c'est que si le Scantrad a des effets, ça nuit surtout à cette offre numérique légale, et ça peut être complémentaire par rapport à l'achat de volumes imprimés. Donc le Scantrad, c'est un moyen de tester une série sur quelques premiers volumes. Le moyen, en cas de difficulté financière, de suivre certaines longues séries qu'on suit plus par habitude que par un fort investissement. Oui, l'hypothèse qu'on peut formuler, c'est que justement, l'absence de revues, de prépublication de manga en France a été remplacée d'une certaine manière par la lecture en ligne, qu'elle soit légale ou illégale, mais donc aujourd'hui elle est de plus en plus légale grâce à l'application Manga Plus et quelques autres sites. Mais on peut estimer que beaucoup de jeunes lecteurs veulent commencer de nouvelles séries, mais en même temps ils n'ont pas envie d'acheter 10 ou 15 premiers tomes, ça commence à coûter un petit peu cher, et dans une perspective de stratégie pour essayer d'économiser un petit peu, ils lisent d'abord les premiers chapitres de telle ou telle série, et quand ils sont sûrs qu'ils aiment vraiment cette série et qu'ils ont envie d'aller plus loin, eh ben, ils passent à l'achat des tomes en version traduite légale. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément une opposition entre les deux, et que les plus gros lecteurs de Scantrad sont souvent aussi les plus gros acheteurs. Je pense qu'il y a quand même un lien entre les deux. Alors, comme on n'a pas d'enquête précise là-dessus, c'est dommage d'ailleurs, il faudrait le faire. Il faudrait que des gens s'y penchent sérieusement. C'est simplement des hypothèses qu'on balance un petit peu comme ça. Mais moi, je crois qu'il y a un phénomène comme ça. Et puis quand on voit à quel point les séries se vendent en France, et notamment des séries qu'on trouve très facilement sur Internet, gratuitement, comme One Piece, Naruto, etc., c'est quand même étonnant. Enfin, en plus, on rachète les premiers tomes de Naruto, qui sont les trucs, il suffit de taper Naruto, premier chapitre, dans n'importe quelle langue dans le monde. Je pense que les premiers résultats Google, vous arrivez dessus. Et pourtant, les jeunes ont envie d'avoir ces mangas-là chez eux. Ils ont envie d'avoir une collection. L'autre hypothèse que je formule, c'est que c'est une forme d'investissement. Donc j'ai mis ça un petit peu en avant il y a quelques années, pas quelques temps, mais les tomes en France de manga perdent assez peu de valeur sur le marché de l'occasion. En ce moment, là, c'est assez impressionnant de regarder que des tomes de One Piece, même d'occasion, ça vaut 4 ou 5 euros quand même, parfois. C'est-à-dire pas beaucoup moins que la version neuve. Et donc en achetant ça, on fait un petit investissement, on sait qu'on pourra le revendre à un très bon prix. Et deuxièmement, on le garde dans sa bibliothèque, ça va être l'occasion aussi de les prêter à des amis, de montrer à tout le monde qu'on a une belle collection, on va prendre en photo sa propre collection, on va la mettre sur les réseaux sociaux, en être fier, etc. Donc voilà, c'est aussi le fruit d'une forme de stratégie tout à fait consciente, là pour le coup, de la part des lecteurs, qui savent que ça a de la valeur, et qu'ils en mettent en tout cas beaucoup. Regardez par exemple aussi les prix de l'édition pastel de Dragon Ball, qui valait rien il y a quelques années, et dont les prix s'envolent en ce moment, uniquement pour des questions nostalgiques. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres.
Et c'est un exemple qui montre aussi que les acheteurs et les lecteurs de manga ressemblent beaucoup aux acheteurs et aux lecteurs de bandes dessinées. C'est-à-dire qu'ils sont attachés à leur lecture d'enfance et qui sont prêts à mettre de l'argent dans des ventes aux enchères d'éditions qu'ils ont connues quand ils étaient enfants. Ça, c'est un comportement typiquement de lecteurs et d'acheteurs de spécialistes de bandes dessinées franco-belges. Donc ils reproduisent en fait la même chose. On a souvent tendance à présenter les lecteurs de manga comme des Français tatamisés ou japonisés ou que sais-je. En réalité, pas du tout. Leurs pratiques de lecture, elles sont purement françaises. Pardon, j'ai fait un petit peu long. On va essayer de faire plus court pour les questions qui suivent. Sur le... Oui, non, mais c'était tout à fait... Ah non, mais tu veux quand même y aller. Non, on va chercher les chiffres, mais en 2020... Non, parce qu'on a une question sur Internet, mais ils estimaient qu'il y a Alors, attendez. Un quart des enfants et un tiers des adultes qui avaient déjà lu de la bande dessinée au format numérique, que ce soit légal ou illégal, mais que c'était plus une pratique occasionnelle. Ouais, ça reste vague. Ouais. Donc, question Internet, pensez-vous que le manga peut être un nouveau moyen permettant à un public plus jeune d'apprendre de manière plus ludique que des livres conventionnels? On trouve par exemple aujourd'hui un manga, Les Misérables, adapté de l'œuvre de Victor Hugo. Donc c'est posé aux deux, je pense, parce que vous êtes susceptibles de pouvoir répondre aussi bien l'un que l'autre. Julien? Moi, personnellement, j'y crois pas du tout à ce manga pédagogique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'apprend rien quand on lit des mangas, on apprend plein de choses. Néanmoins, il y a des effets de genre propres au format et au type de narration de bande dessinée qui nous empêchent quand même d'avoir accès à des connaissances solides, quoi. Alors, s'il s'agit d'une adaptation d'un roman, là, ça fonctionne très bien. Les Misérables en manga, il n'y a aucun problème. La littérature naturaliste en manga, ça fonctionne bien. Mais si c'est, par exemple, l'économie japonaise en manga, je vous ai montré la couverture de ce fameux manga de Ishinomori tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus complexe et beaucoup moins efficace, à mon sens. Peut-être que Olivier a un avis sur la question. Non, mais dans l'enquête sur les adolescents, on voyait que ce n'était pas la motivation, la première raison de lire, d'apprendre, mais il y a une adolescente qui disait on retient quand même des graines de savoir, c'est-à-dire des éléments sur la vie quotidienne au Japon qui, à force de lire des mangas... Ouais. Moi, les graines, c'est pas mal, cette idée, en tout cas, d'essayer d'attirer la curiosité d'un lectorat sur des sujets qui sont parfois un peu pointus, qui peuvent toucher effectivement à l'histoire du Japon, qui était Oda Nobunaga, etc., des problématiques de la société japonaise, sur le harcèlement, j'en sais rien, le hijime, etc. Oui, je pense que ça peut éveiller en tout cas l'intérêt, la curiosité d'un certain public qui va peut-être vouloir essayer d'explorer ce sujet sous d'autres formes, à travers un documentaire, etc. Oui, il peut y avoir comme ça des effets d'écho en tout cas. Une question de Florence. Ce n'est pas une question, c'était juste pour faire une petite remarque pour ma paroisse, pour Quartier Libre. En fait, il existe par exemple une collection qui vient de s'apparaître qui s'appelle Cours au savoir. Qui sont Cours au savoir. Enfin bon, bref. Où vous avez Crime et Châtiment, vous avez un ou deux titres de Nietzsche, je crois. Enfin bon, et vous avez un certain nombre de titres sur des domaines très divers et de titres patrimoniaux qui sont en manga. Perso, je ne les ai pas encore lus, donc je vous dirai ça plus tard. Mais vous avez aussi une collection qui existe, qui est l'histoire en manga. Vous avez des scènes en manga, d'ailleurs un certain nombre en couleur, et derrière vous avez des chapitres entiers d'histoire, de façon tout à fait traditionnelle, on va dire. Donc effectivement, il y a tout un courant comme ça qui existe. Est-ce que c'est vraiment très lu par les premiers concernés, c'est-à-dire a priori des gens qui sont censés vouloir apprendre? Ça, c'est une autre histoire. Une autre question dans la salle, peut-être? Oui. La jeune fille qui est plus près, qui est prévue. Je me demandais par rapport à la réception du manga dans les pays étrangers, parce que j'ai acheté des volumes d'édition anglo-saxonne et effectivement, il n'y a pas le format avec la double couverture, le format des pages est également différent, alors qu'à côté, ils ont l'air d'avoir une offre de publication qui est quand même importante. Et il y a également beaucoup de traductions, même pour tout ce qui est Japanimation, etc. Donc je me demandais pourquoi c'était quand même la France qui était la plus grande consommatrice et pourquoi c'était elle qui s'était appropriée autant de codes
venu du Japon en fait. Voilà. Bon, il y a deux choses dans votre question. D'abord, la question des formats et pourquoi est-ce qu'en France, on est si pointilleux sur le respect de l'original. Alors, je ne sais pas, il faudrait comparer peut-être avec d'autres domaines. Est-ce qu'on le fait aussi pour les comic books américains? J'avoue que je ne suis pas trop un spécialiste. J'aurais du mal à vous donner comme ça un point de comparaison. Et puis pourquoi est-ce que effectivement il y a moins de respect de l'original dans les pays notamment anglo-saxons? Je pense que ça est sans doute lié à des problématiques dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les imprimeurs. Est-ce qu'ils ont les machines? Est-ce qu'ils ont investi dans ce domaine-là? Est-ce que le manga est si important que ça pour eux au point de réaliser ces investissements? J'en suis pas sûr. Et puis après, votre deuxième question un peu plus large sur pourquoi est-ce que la France est le deuxième pays du manga, bon, c'est une question qu'on me pose tout le temps, mais bon, ça fait 30 ans qu'on lit des mangas en France quand même. Le public est mature. Il y a aussi un goût typiquement français pour l'art japonais qui préexistait aussi à ce nouvel engouement pour la culture populaire japonaise. Et autre chose aussi, c'est peut-être le goût pour l'éclectisme culturel des Français, notamment dans le domaine du cinéma. On est un des seuls pays dans le monde où on a droit à, notamment grâce au réseau de cinéma d'art et d'essai, à des cinémas du monde entier. Ce n'est pas le cas si vous allez au Japon, vous allez voir beaucoup de films américains, des films japonais, mais peu de films iraniens, colombiens, italiens, etc. Beaucoup moins. Donc peut-être que ce goût pour les cultures étrangères, on le retrouve aussi dans la bande dessinée. Bon, c'est une hypothèse parmi d'autres, mais voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Je rebondissais sur le manga en version anglophone. Il y a une chercheuse qui s'appelle Casey Brianza qui a publié un ouvrage qui s'appelle Manga in America, où elle s'intéresse à ces questions de format. Elle montre comment le manga au début était plutôt dans le circuit comics books sous forme de fascicules. Ensuite, ils ont adopté le format livre dans les réseaux de distribution du livre, mais avec certaines variations par rapport aux éditions françaises. Voilà. Et puis sur la France, c'est peut-être la précocité en fait de la réception des mangas en France comme en Espagne ou en Italie, à la différence de l'Allemagne. Il fait qu'il y a plein de médiations, de vecteurs de transmission qui sont constitués dès les années 90, qui peut expliquer pourquoi le goût pour les mangas a été transmis plus facilement. Allez, on sait, ça a été montré pour la BD qu'on a beaucoup plus de chances d'être lecteur de BD si on a des parents lecteurs de BD ou des frères et sœurs. Donc il y a peut-être plus de vecteurs de transmission qui sont mis en place très tôt. Il y a peut-être aussi une culture BD globale, je crois, qui fait la différence aussi. Ça joue beaucoup. C'est pas interdit de lire de la bande dessinée déjà. C'est déjà bien en France, voire même les parents incitent parfois les enfants à le faire. Donc ça aide. Une question encore dans la salle, et puis on prendra peut-être une dernière question sur Internet, et puis on conclura. Alors, je me posais une question plus par rapport à la civilisation, la civilisation japonaise. Vous avez dit que au Japon, contrairement en France, les mangas ça se lisait dans les magazines et puis après c'est des choses qu'on jetait, qui n'avaient pas beaucoup plus de valeur que ça. Et c'est quelque chose dont j'avais parlé avec quelqu'un qui me vendait des mangas qui disait qu'au Japon ils n'ont pas cette culture du livre. Est-ce qu'on a des explications de ça, de pourquoi est-ce qu'au Japon le livre c'est pas quelque chose qu'on aime afficher dans sa bibliothèque, là où en France c'est quelque chose auquel on a une malheur. Justement, c'est-à-dire que la question, il faudrait peut-être se la poser à nous plutôt qu'à eux. Pourquoi est-ce que nous, on investit autant d'importance dans la question de la possession d'un livre, dans la collection, dans le fait de le montrer à ses amis quand ils viennent dans notre salon? C'est particulier en fait, hein. C'est pas une donnée naturelle. Tous les êtres humains ne s'investissent pas autant là-dedans, quoi. Donc je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose de typiquement français. Peut-être que Olivier, en tant que sociologue, tu dois avoir des hypothèses. Je pense à un autre sociologue qui a montré qui a écrit récemment un bouquin sur la presse au Japon, qui s'appelle Un empire de presse, il me semble, et c'est aussi le fait que les grands quotidiens japonais ont un lectorat beaucoup plus répandu que le... Massif. En fait, la lecture est un phénomène beaucoup plus massif au Japon, premièrement. Ouais.
les revues de prépublication de manga font 400 ou 500 pages. Il y a une donnée concrète qui est, c'est bien de les collectionner, mais il y a un moment où il n'y a plus de place dans l'appartement, quoi. Donc il y a une question, là, où est-ce qu'on les met? Et si ça ne tient pas, ça ne tient pas. Donc les logements au Japon ne sont pas si grands que ça non plus. Donc il y a ça. Ouais, Et puis deuxièmement, en fait, c'est les habitudes de lecture. C'est-à-dire que moi, ce que je vois souvent chez les Français qui ont une petite collection de mangas, c'est qu'en fait, les mangas qu'ils ont, c'est les seuls mangas qu'ils ont lus aussi. Souvent, ils n'ont pas lu d'autres mangas que ça. Et donc, ils l'ont eu une fois, ou 2, ou 3 fois, ils les relisent, etc. Ils les ont dans leur bibliothèque, mais c'est tout. Au Japon, les gens lisent beaucoup plus que ça. Enfin, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, en 2020, ça s'est vendu à 87 millions d'exemplaires. C'est comme si un Japonais, sur une année, avait lu un tome de Demon Slayer de 200 pages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est bon, c'est le record, donc forcément, c'est un peu exceptionnel. Mais il faut se rendre compte de ce phénomène-là. Enfin, les Japonais qui lisent des mangas, ils n'en lisent pas 2, 3, 4 par mois, ils en lisent beaucoup plus. Ils lisent des dizaines et des dizaines de mangas. Ils passent des après-midi entiers à lire des séries. Alors peut-être que vous allez dire, oui, ben moi aussi je fais ça, mais sauf que c'est vous, c'est pas la totalité de la population. Au Japon, c'est beaucoup plus commun, quoi. Non, les étudiants sont sérieux ici. À Lyon, ils travaillent. Bien évidemment. J'ai 3 questions sur Internet. Une qui porte sur le manga et la dimension artistique, une autre qui porte sur les catégories éditoriales, savoir si celles qui sont utilisées par les Français sont les mêmes que celles qui sont utilisées par les éditeurs japonais. Et une troisième qui renvoie à une étude faite par des étudiants en licence de japonais et qui avait remarqué une proéminence de consommation de manga chez les personnes issues de banlieues. Et avez-vous retrouvé une tendance similaire au cours de vos recherches? Vous choisissez une des 3 questions et vous y répondez, s'il vous plaît, rapidement. C'est la dernière pour toi. La première, j'ai pas. Je redemanderai. Alors de banlieue, je ne sais pas, mais ce que montrait l'enquête 2020, c'était que le lectorat de manga comportait une part importante de ménages d'individus plutôt, ils appellent ça CSP-, donc ouvriers, employés, professions intermédiaires. Et ça, c'est si on les compare aux lecteurs de bande dessinée. Voilà. Et si on les compare à la totalité de la population? Alors, je crois qu'il y avait quand même une surreprésentation, enfin, mais bon, c'était la seule enquête qui montrait ça, donc c'est confirmé. Et puis dans l'enquête avec Christine Détresse sur les lecteurs de manga, donc nous on avait mené l'enquête dans la médiathèque de Vaux-en-Velin, on voyait que c'était un type d'ouvrage qui était largement approprié, partagé dans le quartier. Donc, Ouais, le rôle des bibliothèques municipales, scolaires, médiathèques est vraiment important dans la découverte du manga par les plus jeunes. Donc bon, il suffit d'enquêter auprès des bibliothécaires qui nous disent que ce sont les rayons qui sont les plus populaires auprès d'eux, très clairement. Donc oui, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y avait d'autres On va peut-être terminer là-dessus, juste parce que l'heure tourne, qu'on dit. Et juste un dernier mot peut-être pour conclure sur cette question de la France, l'autre pays du manga. Ce qu'il faut peut-être aussi voir, c'est qu'il y a une partie des auteurs de bande dessinée françaises, franco-françaises, franco-belges, qui ont acquis une culture manga dans leur manière de dessiner, leurs compétences graphiques. Et on s'aperçoit qu'il y a maintenant des auteurs de bande dessinée franco-belges, mais qui font de la bande dessinée franco-belge avec un style qui nous voit entre les héritages de la bande dessinée franco-belge et puis une influence qui parfois est très fortement marquée manga. En fait, je pense à Bolshoi Arena, par exemple, qui est une jolie série intéressante sur le rapport entre la simulation, la réalité et la réalité, qui est scénarisée par Boulet et qui est mis en image par Assein. Et voilà, l'auteur, le dessinateur a une culture manga indubitable et il arrive à traduire, j'allais dire, graphiquement sa bande dessinée, qui est une bande dessinée franco-belge, dans un style manga, adapter ce style manga à une bande dessinée franco-belge. Et j'avoue que c'est plutôt intéressant, bluffant, et ça renouvelle aussi le style graphique de la bande dessinée franco-belge. Et puis tout dernièrement, j'ai vu que Bashram et quelques autres s'étaient lancés dans un Goldorak nouveau, qui là est par contre, j'ai l'impression, beaucoup plus une lecture très
européennes de Golgorak. Donc il y a peut-être un échange entre les deux qui peut être aussi, pour renvoyer à la question qui était posée tout à l'heure, un échange artistique entre les deux traditions et les deux pays. Voilà, merci bien, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Dire un mot pour vous remercier. Donc Olivier Van-Y, Julien Bouvard et toi Pascal, merci d'avoir animé cette conférence débat. Merci à vous tous d'être présents ici et aussi à tous ceux qui se sont connectés. Ils étaient assez nombreux. Et donc je vous invite à continuer en allant visiter l'exposition si vous le souhaitez. Donc il se trouve à côté. Donc voilà, vous allez, si vous avez encore un petit peu le temps, vous pouvez le faire. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci.